Je crains l'épidémie. Mon cabinet de sophrologie est presque plein. Bon, comme les patients ne sont pas forcément patients, j'y vais tout de suite. Alors, je raccompagne ma patiente précédente. Et on y va. Au revoir, Madame Bouja. Oui, réfléchissez à une nouvelle constitution vraiment démocratique. Ah oui, vous pouvez vous concentrer sur les questions financières puisque c'est votre domaine. Allez, à la semaine prochaine. Alors, on en est où? Monsieur Dubuffet. Monsieur Dubuffet. Oui. Monsieur Dubuffet? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, docteur. C'est le docteur Dupuy-Derry qui m'envoie. Ah, le professeur Dupuy-Derry. À propos, vous avez lu son ouvrage, là, Histoire politique du mot démocratie? Histoire politique du... Non. Je me permets de vous le conseiller. Ah. Alors, voyons voir, chers consoeurs. Très bien, monsieur. Installez-vous, je reviens tout de suite. Asseyez-vous là. Ah. Alors, quel âge avez-vous? 66 ans, un quart. Je suis né en 1958 avec la Ve République. Ah, la Ve République, notre République actuelle, née d'une sorte de coup d'État d'un général. Un général, le général de Gaulle. Eh oui, le général de Gaulle qui a voulu instaurer une constitution de type bonapartiste. Napoléon. Autrement dit, où le président de la République concentre tous les pouvoirs. Que vous arrive-t-il? Je vous écoute. Docteur, je souffre d'un mal mystérieux. Je fais des crises d'angoisse civique aiguë. Oui, je vois, trouble de l'anxiété sociale. Docteur Castoriadis, vous êtes bien sophrologue? Et oui, en quelque sorte, puisque je m'intéresse à la souffrance psychique d'origine sociale, économique, philosophique et politique. Et politique. Et je me suis spécialisée dans la désintoxication du langage. Ah, je vois que vous avez apporté vos radios du cerveau. Alors ça, c'est très bien. Voyons voir. Ouh là là. C'est grave, docteur? Vous voyez votre boîte crânienne? Oui. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est cette grosse masse opaque, bien connue sous le nom de temps de cerveau disponible. Tant de cerveaux disponibles? Oui, et à l'intérieur, cette zone branchée sur la télévision, l'ordinateur, le portable, et celle-ci qui correspond à l'ouverture du réfrigérateur. Ah bon, c'est là le frigo? Et chez vous, c'est une zone très étendue. Elle appuie sur cette partie fort sensible, la glande de la démocratie. C'est tout noir, docteur. C'est même en train de se nécroser. Ah? Monsieur Dubuffet, votre imaginaire est colonisé. Mon imaginaire colonisé? Mais ça se soigne. Très bien. Et c'est pour ça que je vous propose une cure de désintoxication du langage. La glande de la démocratie. Alors, pour commencer, vous allez me parler de vos symptômes. Les symptômes, je fais énormément de cauchemars. Par exemple? Par exemple, je me souviens, j'étais dans une grande manifestation, il y avait une banderole géante sur laquelle était écrit « Non au traité européen ». Et on était des millions dans la rue à hurler « Non au traité européen, non au traité européen ». Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Ensuite, je me souviens plus bien. Je me suis retrouvé dans la Galerie des Glaces, au château de Versailles, et un huissier annonçait « Le traité de Lisbonne a été signé. Le traité de Lisbonne a été ratifié. » Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là, très fort, comme tout le monde? Ils avaient commis une injustice, une trahison. Qui ça? Ils? Les élus, ceux qui l'ont signé, parce que moi, je ne l'ai pas signé, le traité. C'est vrai qu'en 2005, 55% de la population a voté non au traité européen, alors qu'en 2008, sans nouveau référendum bien entendu, 96% des sénateurs et des députés l'ont adopté. Sans nouveau référendum. On a été volés. Bon, on avance. On est sur la bonne voie. Tant mieux.
Alors, une autre situation, vous vous seriez senti tout aussi... Impuissant? Vous l'avez trouvé vous-même. Tant On mieux. progresse. Tant mieux. Un autre point noir. Noir? Ah oui, oui, très noir. La dette. La dette. Ah, toutes les nuits, je fais un cauchemar atroce. Je suis en train de lire mon avis d'imposition et je découvre que le poste numéro 2 de mes impôts sert à rembourser uniquement les intérêts de la dette. En plus, j'apprends que c'est une dette illégitime. Allez-y, Merci. creusez-moi Merci. cette dette. Ah oui, ça me revient. J'ai eu comme un flashback et je me suis retrouvé en 1973 à l'Assemblée nationale en compagnie du président Pompidou et de Giscard d'Estaing, le ministre des Finances de l'époque. Et ils étaient en train de voter une loi qui disait que... Non mais vraiment, je vous raconte tout ça, docteur, vous êtes sûr? Et bien sûr, c'est pour la cure. Parce qu'en fait, il faut que vous exprimiez votre souffrance. Il faut que ça sorte. Ah bon, bah, si c'est pour la cure... Ils étaient en train de voter une loi qui disait que ce ne serait plus une banque publique, la Banque de France, qui créerait la monnaie, qui ferait la création monétaire, mais que désormais, ce seraient les banques privées qui la créeraient, la monnaie. La monnaie, intéressant. Et tous les députés applaudissaient. Et il n'y avait pas des experts financiers dans votre cauchemar? Ah oui? Comment vous le savez? Ah oui, il y avait des experts financiers qui expliquaient que la création monétaire, ce n'est pas seulement les pièces et les billets. Donc ça, c'est le liquide, les espèces, c'est à peine 10%. Non, non, la création monétaire, c'est surtout, avant tout, des écritures comptables. Quand on fait un emprunt, du crédit. Du crédit. Oui, du crédit. Quand on emprunte 100 000 euros, la banque, elle ne les a pas. Elle n'a presque pas d'argent. Elle écrit 100 000 euros sur un papier, des chiffres, un jeu d'écriture, c'est tout. Elle crée, elle invente de la monnaie à partir de rien. Ex nihilo. Et nous, on rembourse le tout, avec les intérêts. Avec les intérêts. Ben oui, avec la banque, c'est toujours pareil. Pile, elle gagne, face, tu perds. C'est toujours les mêmes qui sont plumés. Et dans mon cauchemar, ma banque, elle prêtait de l'argent qu'elle n'avait pas. Et alors, il construisait une ligne TGV. Encore ce il. Ben oui, les représentants, ceux qui ont le droit de décider. Les décideurs. Oui, les décideurs. Ils construisaient une ligne TGV à 30 milliards d'euros. Et alors, ils empruntaient aux banques privées, qui évidemment demandaient des intérêts. Et les intérêts augmentaient sans cesse. Et alors, Giscard et Pompidou me demandaient à moi de rembourser les intérêts de la dette. Il y en avait pour plus de 3 000 milliards. Et moi, je ne les avais pas. C'est vrai qu'à ce jour, chaque citoyen doit environ 50 000 euros rien que pour rembourser les intérêts de la dette. 50 000 euros. Moi, je croyais que c'était l'État qui créait la monnaie, que les taux étaient à 0%, prêtés par une banque publique. Docteur, je ne les ai pas, les 3 000 milliards. Hein. Faut l'annuler, la dette. Hein. D'ailleurs, la preuve. Les personnalités, les artistes, les sportifs, ils ne peuvent pas la payer, la dette. Même les grands patrons, les ministres, ils sont obligés de s'exiler en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, à Singapour, au Panama. Dans les paradis fiscaux? Oui, à Monaco, dans les paradis fiscaux. Aux pauvres, le paradis des cieux. Aux riches, le paradis fiscal. Aux pauvres, le paradis des cieux. Plus tard. Aux riches, le paradis fiscal. Tout de suite. Parce que eux, les riches, ils ne peuvent pas la payer, la dette. Hein. Ni les impôts. C'est trop cher. Trop cher pour eux. Ah oui, c'est trop cher pour eux. Moi, je vois, j'ai essayé. Avec mon découvert bancaire. Je l'ai envoyé dans une filiale au Luxembourg. C'est légal, hein? C'est légal. Oui. Et ben même légal, ils n'en ont pas voulu. Vous voyez, j'ai invité M. Dubuffet à s'exprimer et il est dans tous ses états. Il proteste.
Il proteste, mais il ne peut que constater son impuissance politique. Et vous, en auriez-vous fait, vous aussi, des EPCIP, des exercices de prise de conscience de l'impuissance politique? Madame, monsieur? C'est trop cher. Enfin, faut l'annuler, la dette, hein, docteur. Faut l'annuler, faut pas payer. C'est Dario Fo qui l'a dit. Faut pas payer. Il a eu le prix Nobel. Oh bah oui, mais Dario Fo, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Faut pas payer, très bien, et il a eu le prix Nobel de littérature. Pas d'économie. Vous êtes sûr? Et les économistes atterrés? Ah oui, c'est vrai que ce sont des économistes reconnus qui disent même qu'en fait, l'Union européenne, ce n'est pas celle des peuples, mais celle des financiers. Et que même les peuples sont mis en concurrence les uns contre les autres. Oh, moi, j'ai mon copain, il dit toujours que c'est ceux qui gagnent 100 000 euros par mois qui persuadent ceux qui gagnent 1300 que si tout va mal dans ce pays, c'est à cause de ceux qui vivent avec 650. Le RSA. Ouh, c'est malin, hein? Bien vu. Bah, de toute façon, c'est pas à moi de faire de la politique, hein. Il y a des professionnels pour ça, ils s'y connaissent, hein. Bon, on va avoir une petite pause. Vous voulez boire quelque chose? Je sais pas moi, un thé, un café? Non, un verre d'eau. Un verre d'eau? Bon, bah, c'est facile. Docteur, c'est pas du Veolia. Ah bah j'espère que non, j'espère que l'eau est encore en régie publique ici. Suez. Bon, entrons dans le vif du sujet. Monsieur Dubuffet, en tant que citoyen, quand exercez-vous votre pouvoir politique? Mon pouvoir politique? Vous voulez dire au moment des élections? Quoi d'autre? Est-ce que vous votez, vous, personnellement? Si je vote? Ah bah oui, je vote régulièrement. Et pour vous, c'est important? Ah bah c'est sacré. C'est un devoir citoyen. Un devoir ou un pouvoir? Vaste question. Et quand vous votez, alors ça dure combien de temps à peu près? Quand je vote, ça dépend, hein. Pour les municipales, c'est tous les 6 ans. C'est vrai. Pour les présidentielles, ça avait changé, c'est tous les Donc, encore 2 ans à attendre. 2 ans. Oh, ça va faire long. C'est vrai qu'on vote pas pour les sénateurs. Ah bah oui, mais on ne vote pas non plus pour le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, le FMI, la BCE, l'OCDE. Les banquiers, la Commission européenne. Ah oui, mais vous votez quand même bien pour le Parlement européen. Vous voulez me rappeler mon cauchemar? On a voté non. Ah, c'est bien pour ça qu'ils ne font plus de référendum. À propos, monsieur Dubuffet, est-ce que vous votez vous-même directement les lois? Voter les lois, moi? Ah, bien sûr que non. Par exemple, là, sur la retraite, vous avez voté? Ah non. Non, mais mon copain, il dit toujours que c'est le président qui a droit à une retraite à vie tout de suite après 5 ans de mandat, hein, qui demande aux policiers qui partent à 52 ans de tabasser ceux qui manifestent pour ne pas partir à 64. Mais il en sait des choses, votre copain. Bon, revenons à nos moutons. Quand vous votez, ça dure combien de temps à peu près? Quand je vote? Ah, vous voulez dire au moment où je vote? Ça dure environ 5 minutes. 5 minutes. Oui, 5 minutes. Ça dépend s'il y a du monde dans l'illusoire. Dans quoi? Dans l'illusoire. Dans le bureau de vote. Bon, écoutez, je crois que le mieux, c'est que vous nous montriez concrètement comment les choses se passent pour qu'on comprenne bien. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut ici, des bulletins de vote, des enveloppes, et vous avez un illusoire pas très loin. Ah bah tiens, je vais vous chronométrer. Vous pouvez y aller.
Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. Oui, je dois la faire changer. Mais les délais sont longs hein, maintenant avec l'IA. Votre carte d'électeur. Merci. Oui, elle est vintage. Oui. Je collectionne les tampons. Allez-y. N'a plus de pouvoir. Comment ça n'a plus de pouvoir? C'est à voter qu'il faut dire. Il faudrait dire à élu. À élu? À élu. Ah tiens, 1 minute, 25 secondes, 3 dixièmes. Record battu. Monsieur Dubuffet, que se passe-t-il de surnaturel au moment où vous mettez ce papier dans l'urne? Rien de surnaturel. Je vote pour un de mes candidats et j'espère choisir le bon cheval. Vous lui donnez votre pouvoir. Bah oui, je lui délègue mon pouvoir et j'espère qu'il va gagner. C'est comme un match. C'est bien ça le problème. Et est-ce que vous avez réfléchi qu'au moment où vous mettez ce papier dans l'urne, vous êtes en train de dire à ce cheval, entre parenthèses, présenté par une écurie, moi, monsieur Dubuffet, je renonce à mon pouvoir, je le remets entièrement entre vos mains. Ah bah ça j'y avais pas pensé. Enfin, j'y avais pas pensé comme ça. J'y avais pas réfléchi, docteur. Et pourtant, par cet acte de l'élection, d'une certaine manière, vous n'êtes pas un citoyen à part entière, vous n'exercez pas complètement votre pouvoir, puisque vous déléguez votre pouvoir à ce qu'on appelle des représentants. Ah bah j'ai une idée. Je peux m'abstenir. Surtout pas, parce que ça, c'est encore un piège. Dans ce cas-là, vous renforcez le gagnant qui se réjouit d'avance. Vous êtes sûr? Ah, vous réfléchirez, c'est mathématique. Enfin, je donne ma voix. Vous donnez votre voix et après, vous êtes muet. Mais je donne quand même ma voix pour de vrais représentants. Qui exerceront votre pouvoir politique à votre place. Monsieur Dubuffet, on va prendre un exemple plus concret pour que vous compreniez bien. C'est comme si dans votre copropriété, c'était le conseil syndical qui prenait les décisions et qui votait à la place des copropriétaires réunis en assemblée générale. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en démocratie représentative. Gouvernement représentatif. Parce que démocratie représentative, en fait, c'est un oxymore. Un oxy quoi? Un oxymore. Ça veut dire que dans cette expression, les deux mots, démocratie et représentative, sont en fait en totale opposition. Ils s'annulent l'un l'autre. Non, il convient de parler de gouvernement représentatif. Justement, je vais vous en parler là. Non, parce que j'ai ma petite fille qui passe son bac cette année. Et elle est en terminale ES. Mes félicitations. Elle fait sciences sociales et politiques. Alors je l'aide, je la fais réviser. Ah bon? Vous faites comment? Comme tout le monde, avec les fiches bac. Ah, très bien. Et justement, ils en parlent là sur la fiche, la 4. Là. Alors, conforme au programme. Donc, les principes de la représentation politique. Le problème de l'expression de la volonté du peuple. Pile notre sujet. Écoutez, je crois que le mieux, c'est que vous nous lisiez les explications à voix haute. Articulez bien. J'articule. Les révolutionnaires américains et français ont théorisé le principe de représentation politique. En élisant leurs représentants, les citoyens peuvent librement s'occuper de leurs affaires privées. De leurs affaires privées ? La représentation politique
se substitue au principe de la démocratie directe, on parle alors de gouvernement représentatif. Se substitue. Vous voyez, c'est limpide. Oh ben moi, je croyais que c'était juste pour le bac. C'est l'article 3 de notre Constitution que nous devrions tous connaître. L'article 3. Alors vous, la démocratie, vous l'appelez le gouvernement représentatif? Non, ce sont deux choses totalement différentes. Puisque nous procédons à une délégation de pouvoir, ça ne peut pas être une véritable démocratie. Ah bon? Nous ne sommes pas en démocratie? Ah ben vous le saviez, vous? Et vous? Et vous? Ah, je comprends plus rien là, docteur. Moi je suis dans le potage là. Bon, alors pour sortir de ce potage, nous allons nous poser la question plus largement pour notre pays et pour l'Europe. Sommes-nous en démocratie? Mais oui, on est en démocratie, puisqu'on a le suffrage universel. Même les femmes ont le droit de vote. Parlons-en, dans notre pays, les femmes n'ont le droit de vote que depuis 1945. Et puis on n'est pas en dictature. C'est pas parce qu'on n'est pas en dictature qu'on est en véritable démocratie. Quand même, on a la liberté d'opinion, la liberté d'expression, d'association, de manifestation. C'est encore légal. Ah bah vous avez raison, toutes ces libertés sont absolument indispensables, fondamentales, nécessaires. Nécessaires mais non suffisantes. Parce qu'en fait, nos libertés sont très encadrées. Et puis de toute façon, il faut aller voir concrètement de quoi il retourne dans le texte crucial qui cadre notre régime. Je veux parler de la Constitution. Ah oui, la Constitution. Ah oui, parce que vous savez, monsieur Dubuffet, que pour bien se porter, pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne Constitution. Et vous verrez que pour nous protéger des abus de pouvoir politique, on pourrait écrire une toute autre Constitution. Une autre Constitution? Mais pourquoi on ne peut pas la changer? Elle est bien, ma Constitution. Bon, si c'est vraiment ce que vous pensez, il est vraiment temps de passer à la deuxième partie de notre séance et de faire un petit peu de théorie politique. Monsieur Dubuffet, vous êtes prêt? Alors, selon vous, quels sont les différents systèmes politiques possibles? Les régimes? Les régimes politiques. Ah, les régimes. La léthargie. Intéressant. La monarchie, le roi, Louis XIV, Ravaillac. Autrement dit, le pouvoir d'un seul. Mais encore. La démocratie. Et oui, la démocratie du grec, démos, kratos. Gratos? Kratos, le pouvoir, démos, le peuple, autrement dit le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ah oui, la souveraineté du peuple. D'autres régimes? Non, je vois pas. Et voilà, vous êtes binaire, comme presque tout le monde. Moi, binaire? Mais oui, vous ne connaissez que deux types de régimes, les deux bouts de la chaîne. D'un côté, le pouvoir d'un seul, ça, on connaît bien, et à l'autre extrémité, le pouvoir de chaque citoyen, le pouvoir réel. Mais en fait, entre les deux, il y a beaucoup d'autres régimes politiques, parce qu'il y a beaucoup de pays qui se sont constitués en nations, avec chacun leur histoire et leurs propres institutions. Donc il y a beaucoup d'autres types de régimes possibles, y compris le nôtre, qui n'est pas nommé de son vrai nom depuis plus de 2 siècles, et qui en réalité s'appelle l'oligarchie. L'oligarchie? Ah, vous voulez dire l'aristocratie? Ah, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira. Les eurocrates, on les pendra. Ça fait du bien. Ah, oui, ça va mieux, docteur. Là, je commence à ressentir les premiers bienfaits de la cure. Ben oui, les aristocrates, c'est les riches. Ah, pas tout à fait. Parce que quand vous dites aristocrate, ça vient du grec aristos, les meilleurs. Donc dans ce cas-là, c'est le pouvoir des meilleurs. Ah, le pouvoir des meilleurs. Ah, la blague. C'est bien pour ça que j'ai employé un autre mot. J'ai dit oligarchie, du grec oligos, peu nombreux. C'est quand le pouvoir est exercé par une toute petite partie de la population. Bah,
comme actuellement. Mais alors, l'élection... L'élection, elle est par nature, par définition, aristocratique. Et elle conduit inévitablement à la constitution d'une oligarchie, puisque vous donnez le pouvoir à quelques-uns. Prenons un exemple. Monsieur Dubuffet, quand vous désignez vos représentants, vous choisissez les pires à vos yeux. Ah ben non, je choisis le meilleur. Ah ben oui, mais s'il n'y en a aucun qui correspond à vos idées politiques. Ah ben à ce moment-là, je vote blanc. Ah oui, mais est-ce que le vote blanc est réellement pris en compte? C'est-à-dire, il est compté, mais il ne compte pas. C'est d'ailleurs bien pour ça que je vote pas blanc. Hein. Je vote toujours pour le moins pire. Hein. Enfin, le meilleur des moins pires. Hein. Je vote utile. Vous faites bien d'ailleurs, vous faites de votre mieux dans le cadre actuel, parce que vous n'allez quand même pas laisser les choses comme ça. Il n'empêche que vous avez employé plusieurs fois le mot « meilleur ». Donc, vous votez bien pour un aristocrate. Oh ben non, ils disent tous qu'ils sont démocrates. D'ailleurs, ils le disent tous après l'élection. Merci de nous avoir donné votre pouvoir. Et vous les croyez? Je leur fais confiance. Confiance ou méfiance? Confiance. Et si vous n'êtes pas content au bout d'un certain temps, est-ce que vous avez le pouvoir de récupérer le pouvoir que vous aviez perdu lors de l'élection? Récupérer le pouvoir? Non, je ne peux pas le récupérer puisqu'ils sont élus pour 5 ans. Vous êtes marrante, vous, elle est marrante. Aucune procédure de contrôle n'est organisée alors? Non, on ne contrôle rien, ils font ce qu'ils veulent. Et aucune procédure de contrôle n'est organisée? Vous êtes sûr? Non. Quand même, à la fin de leur mandat, ils doivent vous rendre des comptes. Ah, des comptes? Mais quels comptes? Les emprunts toxiques? Ah tiens, on pourra en parler. En tout cas, les comptes financiers et moraux, les engagements dont il était tenu. Un bilan, quoi. En général. En général. En général, il y a une auto-évaluation et le bilan. Le bilan. Le bilan est globalement très positif. Bon. Est-ce que vous avez le pouvoir de les sanctionner? Les sanctionner? C'est impossible. Il n'y a pas de punition. Ils se sont auto-immunisés. Auto-immunisés? Oui, ils ne sont jamais ni coupables ni responsables puisqu'ils sont élus. Ou alors responsables, mais pas coupables. Ou coupables, mais pas condamnables. Ou alors condamnables, mais dispensés de peine. Non, la seule chose qu'on peut faire à la limite, c'est de ne pas les réélire. Ah, et vous trouvez ça sévère, vous, par rapport à toutes les injustices sociales que vous subissez? Non, d'autant plus qu'ils sont souvent réélus. Hein. Eh bien, c'est du joli. Bon, en tout cas, puisque vous ne pouvez pas les sanctionner, au moins, vous ne les récompensez pas. Les récompenses? Mais ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ils s'y distribuent entre eux les avantages, les postes, les médailles, les emplois fictifs. Non, c'est des notables, et puis c'est tout. Et nous, on l'a dans le baba. Et on aime ça. La fameuse servitude volontaire. Il n'empêche que finalement, vous êtes assez bien renseigné. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut rien faire. Alors ça, c'est ce qu'il vous semble. Il vous semble que vous ne pouvez pas agir. Et en fait, c'est ça qui vous énerve et qui vous rend malade. C'est tout à fait ça, docteur. Docteur, vous n'avez pas un Lexomil? J'aurais bien du Démocratil. Mais enfin, pour sortir de cette impasse, j'ai quand même beaucoup mieux qu'une pilule. Non, je vous propose de remonter aux sources et d'aller prendre conseil auprès du médecin le plus célèbre de l'histoire. Docteur Kouchner? Non, je vais parler d'un maître, le docteur Hippocrate. Ah, Hippocrate. Oui, c'était un médecin fameux qui vécut en Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ, au siècle de Périclès. Au moment de l'invention de la démocratie, à Athènes. Hippocrate, c'est pas celui qui faisait des sermons? Le serment d'Hippocrate. Ah oui, le serment. Ah oui, mais nous parlons bien du même. Parce qu'en fait, Hippocrate n'était pas seulement médecin, il était aussi philosophe.
Et c'est à lui qu'on doit le principe lumineux suivant. Il faut chercher la cause des causes. La cause des causes. Oui, Hippocrate disait, si vous avez un problème à résoudre, si vous avez un mal à soigner, inutile de vous en prendre aux conséquences, vous ne réglerez jamais le problème. Logique. Non, il faut chercher la cause qui détermine toutes les autres. Elle cause bien. Alors suivons son conseil et prenons les choses par la racine pour bien comprendre ce qu'est une véritable démocratie. Mais c'est quoi une vraie démocratie? Eh bien, c'est tout simplement celle où le peuple responsable se gouverne directement, celle où il ne remet pas les clés de la maison à des représentants. Pour bien comprendre, on va se reporter à la fin du XVIIIe siècle. Tiens, à la fin du règne de Louis XV, au moment où les choses allaient vraiment très mal avec les guerres perdues, les faillites et même la famine. Donc à ce moment-là, les philosophes des Lumières se sont beaucoup interrogés sur les différents systèmes politiques possibles. Et voilà ce que dit à ce propos dans son ouvrage Jean-Jacques Rousseau, en 1762. Jean-Jacques Rousseau? Au fait, vous le connaissez, Jean-Jacques Rousseau? Ah oui, je connais Jean-Jacques Rousseau. C'était pas un Suisse, un Helvète? Un citoyen de la République de Genève, partisan du suffrage direct. Voilà ce qu'il écrit en 1762. Écoutons bien ce qu'il nous raconte. L'idée des représentants est récente. Elle nous vient du gouvernement féodal. Parce que dans les anciennes républiques, jamais le peuple n'eut de représentants. On ne connaissait même pas ce mot-là. Représentant, on ne connaissait pas ce mot-là. Et non. Et Jean-Jacques Rousseau conclut, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. À l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Ah, il n'est plus libre, il n'est plus. Il a dit ça, Rousseau? C'est couillu. Hein. Et Voltaire? Ah, Voltaire, c'est tout autre chose. On va commencer par lui rendre hommage parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses. Normalement, il s'est déjà beaucoup battu pour la tolérance et aussi contre les injustices, en plus avec succès, parce que vous vous souvenez qu'il avait obtenu la réhabilitation de Calas, là, ce protestant qui avait été condamné pour avoir soi-disant assassiné son propre fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Et c'était faux. Donc, à ce moment-là, par ce combat, on peut dire que Voltaire a même inventé l'opinion publique. L'opinion publique, c'est pas rien. Hein. C'est sûr. C'est sûr, mais Voltaire, qui venait de la bourgeoisie, lui, il avait réussi à devenir très riche, en plus en trichant. Du coup, en ce qui concerne les régimes politiques, lui, il a fait le choix de la monarchie. Du côté des privilèges. Eh oui. Donc, écoutons Voltaire cette fois-ci. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Et le gouverne. Et le gouverne? Ah bah c'est pas la même bière. Il n'est pas si candide que ça, ce Voltaire. Alors, pour ou contre la démocratie? Ah bah ça se discute. Ah, bien sûr que ça se discute. Et ce fut évidemment le cas au moment de la Révolution française. Mais alors là, attention. Attention, au moment de la Révolution française, le choix a bien été fait dans un deuxième temps d'une république. Oui, mais d'une république avec des représentants et pas du tout d'une république démocratique. C'est sûr, ça? La preuve. La preuve. Voici ce que dit, dès septembre 1789, un des pères fondateurs de ce nouveau régime. Je veux parler de l'abbé Sieyès. Un curé? Un abbé. Voilà ce qu'il dit. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants.
Les citoyens qui nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait pas un État représentatif, ce serait un État démocratique. Oh, la République, mais sans la démocratie. D'une certaine manière, on peut dire qu'à la fin, Voltaire, attaché à la monarchie, a fini par l'emporter sur Jean-Jacques Rousseau, attaché à la démocratie. Et cette problématique est toujours la nôtre. Mais alors pourquoi on nous parle sans arrêt de démocratie représentative? Bien sûr que c'est voulu. C'est pour créer la confusion et aussi produire du consentement. Du consentement? Alors pour la fabrique du consentement, on va aller se référer à Aldous Huxley. Au fait, vous le connaissez, Aldous Huxley? Aldous Huxley, non, mais vous me l'écrirez sur l'ordonnance. Pourquoi pas? C'est une excellente adresse. Donc voilà ce qu'écrit dans Le meilleur des mondes Aldous Huxley pour bien expliquer à quoi sert le mot démocratie pour la fabrique du consentement, y compris en cas de dictature. En dictature? La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient nullement à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Consommation, divertissement, du pain, des jeux et des réseaux sociaux. Et des élections qui sont un spectacle pour nous distraire et nous égarer. Panem et circenses. Ah, ils nous disent qu'on est en démocratie, que notre régime est indépassable, qu'il n'y a pas mieux pour qu'on reste bien tranquille dans notre cauchemar climatisé. C'est ça? Mais alors, comment cette manipulation, cette inversion de sens s'est-elle produite? Ah ben ça s'est fait forcément progressivement et plus ou moins insidieusement pendant plus de 2 siècles, jusqu'à ce qu'on ait réussi à nous faire complètement oublier le vrai sens du mot démocratie. Les possédants. Et les possédants? Bah oui, ceux qui ont des avoirs, des richesses, des réseaux. Oui. Et nous, on est les possédés. Enfin, les possédés, dépossédés. Oui, les possédants ont peu à peu compris l'intérêt de ce jeu de dupes. Et en plus, sa facilité de mise en œuvre. Vous avez dit de façon insidieuse. Ah oui, mais c'est vrai, vous faites penser, au moment des crises, les choses se voient beaucoup mieux et c'est très intéressant. Alors cette fois-ci, on va prendre un exemple à la fin du 19e siècle, un peu plus proche de nous. Donc après la chute du Second Empire et le siège de la ville de Paris par les Prussiens, après la Commune, le chef des Versaillais, celui qui a écrasé les communards, je veux parler de Adolphe Thiers, merci. Adolphe Thiers, le boucher de la Commune, celui qui a des noms de rue presque partout? Très juste. Donc en 1871, Adolphe Thiers, lui, il s'est présenté aux élections, forcément. Et alors là, il a bien été obligé d'aller trouver les royalistes. Les royalistes, ceux qui voulaient restaurer la royauté, le roi. Ben oui, parce que Adolphe Thiers, lui, il les connaissait bien, les royalistes, lui qui en faisait partie, il avait très longtemps gouverné avec eux avant le Second Empire. Mais, en 1871, tirant les leçons de l'histoire qui venait de se passer, il vient de faire le choix de la République. Et voilà comment il s'en explique. La République est très supérieure à la monarchie pour le maintien de l'ordre. Pour le maintien de l'ordre? En effet, dans une monarchie, c'est la volonté d'un seul qui mène tout. Ah oui, hein. Et cette volonté unique est vulnérable à une contestation au nom de la liberté. Attendez, vulnérable à une contestation. D'accord, mais pourquoi au nom de la liberté? Mais parce qu'au contraire, dans une république représentative, plus d'insurrection qui puisse se faire théoriquement au nom de la liberté, puisque c'est les libertés elles-mêmes qui nomment les représentants au pouvoir.
ça alors? Les électeurs choisissent eux-mêmes leur maître? Ben oui, d'une certaine manière, l'élection conforte l'illusion de la liberté. L'illusion? Oh, la manip! Et oui, on pourrait même dire que l'élection, en fait, instaure la domination du petit nombre sur le grand nombre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les royalistes? Ah, oh, c'est vrai qu'on ne va pas les laisser tomber. En 1871, alors ça, eux, ça les arrangeait pas trop, là, cette histoire de république, parce qu'en fait, ils avaient besoin du retour d'un roi, pas pour le roi lui-même, mais pour les privilèges qui allaient avec pour eux-mêmes. Donc, ils ont protesté. Mais alors, c'est la plèbe qui va choisir à notre place? Vous êtes sûr, là, monsieur Thiers, de vos techniques et de vos vues? Mes amis, mais il suffira juste, chose facile, de bien mener le suffrage universel pour disposer grâce à lui d'une puissance plénière de commandement. Et dire qu'à l'époque, il n'y avait même pas la télé et les réseaux pour nous enfumer. Très juste, très juste. Et pourtant, Jean-Jacques Rousseau, qui, je le crains, n'a connu ni la télévision, ni l'ordinateur, ni tout ça, ni ChatGPT. Ni tout ça. Eh bien, figurez-vous que Jean-Jacques Rousseau avait compris des choses encore fondamentales. Écoutons-le à nouveau. Jamais dans une monarchie, la richesse d'un individu ou d'un groupe d'individus ne peut les mettre au-dessus du roi. Tandis que dans une république représentative, la richesse peut très bien les mettre au-dessus des lois. Et par conséquent, rien de plus facile dans une république représentative que de faire de l'État la propriété des propriétaires. L'État, la propriété des propriétaires. Non mais franchement, docteur, moi aussi je suis propriétaire. Je suis propriétaire de mon appart. Oui, mais sauf votre respect, monsieur Dubuffet, il ne s'agit pas de ce niveau de propriété. Avec votre appartement, vous ne pouvez pas influer sur le cours de l'État. Non, on parle des vrais riches aujourd'hui, je dirais les capitalistes, les financiers. Donc, rien de plus facile dans une république représentative que de faire de l'État la propriété des propriétaires, et par conséquent, ce sont eux qui feront les lois. Ah, d'accord. Le riche tient la loi dans sa bourse. Jean-Jacques Rousseau. Ah bah c'est très clair, c'est les riches qui font les lois. D'ailleurs, c'est bien simple, c'est toujours eux qui gagnent les élections au final. Eh bien oui, c'est imparable, ça se vérifie chaque fois, parce qu'en fait, le vrai pouvoir, il est forcément économique et financier. Et en plus, ça porte un nom, ça s'appelle la plutocratie. La plutocratie? Non, c'est pas un vilain mot, ça vient pas de plouc, non, ça vient du grec ploutos, les riches. Donc, c'est le pouvoir par les plus fortunés. La plutocratie. Je ne crains pas le suffrage universel. Les gens voteront comme on leur dira. Tocqueville. Comme on leur dira. C'est bien vu ça. Oui, alors Victor Hugo, il avait une autre façon de dire un peu la même chose. Lui, il disait à propos du suffrage universel manipulé par les plus riches, par les bourgeois, donc il disait « Le suffrage universel supprime l'esclave, mais garde les marionnettes. » Et c'est nous les pantins, les guignols. Tiens, on va revenir quelques instants au berceau de la démocratie athénienne. Chez les Grecs? Les Grecs de l'Antiquité. Donc, cette démocratie, à ce moment-là, a duré à peu près 2 siècles, qui correspondent d'ailleurs, comme par hasard, à l'apogée de la civilisation grecque. Donc, on ne va pas comparer avec eux, mais ce qui est important pour nous de bien comprendre, c'est que leur idée principale, c'est qu'ils ne voulaient pas de politiciens professionnels. Ah, c'est pour ça que c'était l'assemblée du peuple qui avait le pouvoir, comme dans ma copro. Exactement. Parmi les citoyens, ceux qui étaient considérés comme citoyens, il y en avait des riches, mais aussi beaucoup de pauvres, et tous avaient le droit de participer à la politique et de proposer et de voter toutes les lois. D'où l'expression « un homme, une voix ». Oui, mais docteur, ça c'était il y a longtemps.
c'est plus possible maintenant. Ah bah ça c'est certain qu'il n'y a pas de véritable démocratie dans le monde. Mais bon, ce sont bien les Grecs qui ont inventé le concept, qui ont planté la graine, dont le germe universel est toujours bien vivant. Et du coup, il y a un peu partout dans le monde des éléments de démocratie directe, y compris en Amérique, en Californie, mais surtout pas très loin de chez nous. Pas loin de chez nous, mais où ça? En Suisse. En Suisse? Et oui, en Suisse, ils ont le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Ah, le RIC. Oui, ils appellent ça les votations. Oui, ça n'a rien à voir avec les élections. D'ailleurs, Aristote disait, être citoyen, c'est être tour à tour gouverné et gouvernant. Alors qu'aujourd'hui, dans le système représentatif, ça détruit mécaniquement la participation civique et ça provoque une apathie politique générale ou, et c'est très grave, des réactions violentes. Oui, mais quand même, il y a toujours des responsabilités politiques. Il y a toujours des délégués, des élus, non? Ah, ben oui, on ne va pas s'occuper de tout le temps, ça c'est évident. Mais attention, attention à nouveau. Un des principes centraux d'une véritable démocratie, ce n'est pas du tout l'élection pour désigner ceux qui vont avoir une responsabilité politique temporaire. Le principe central, c'est le tirage au sort. Le tirage au sort? Non mais docteur, vous plaisantez, vous êtes malade. Ah bah, je me permets de vous rappeler que c'est moi le médecin et vous le patient. Oh docteur, c'est pas un Temesta, du Valium, une tisane au CBD? Non mais, Oh là là. je comprends que ce soit très perturbant, choquant même. Parce que depuis votre plus tendre enfance, comme à nous tous, on a cessé de rabâcher que élection égale démocratie et démocratie égale république. Et je suppose que vous n'aviez jamais entendu parler de tirage au sort en politique. Le tirage au sort en politique? Bah ça non, jamais. Le tirage au sort, ça va prendre le loto, la tombola. Ou les corvées. Le tirage au sort est pourtant la seule procédure qui permet de ne pas donner le pouvoir à ceux qui veulent s'en emparer. Le tirage au sort? Et oui, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. C'est une procédure qui n'afflige personne et qui laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Montesquieu. Oui, non, mais docteur, non, mais si on tire au sort, on risque de mettre des affreux aux manettes, des gens peut-être bien pires que nos élus actuels. Moi, j'en connais plein, moi, des types qui feraient n'importe quoi. Alors là, n'importe quoi. Hein. Et pourtant, lors des procès d'assises, les jurés sont bien tirés au sort. Ah bon, vous êtes sûr? Ah bah oui, ça pourrait vous arriver. Non. Mais si. Donc, des tirés au sort peuvent envoyer un accusé en prison pour 30 ans et ils ne pourraient pas ensemble traiter de dossiers concernant la collectivité? Non, ça ne peut pas marcher. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des fous dans la population. Vous croyez que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil? Avec tous ces petits dictateurs en puissance. Il ne faudrait pas oublier les dictatrices. Ah oui, il ne faut pas oublier la parité. Mais bien sûr qu'ils écartaient les faux du pouvoir. D'ailleurs, les Grecs, ils avaient une idée très originale par rapport à nous. Eux, ils pensaient qu'il y a du bon et du mauvais chez chacun. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas d'un système qui repose sur les supposées qualités d'un tel ou d'un tel. Non, j'y crois pas, ça le fait pas. Et puis surtout, les tirés au sort, ils n'avaient rien à voir avec les élus d'aujourd'hui, parce que c'est pas eux qui décidaient. Eux, ils ne faisaient qu'appliquer ce qui avait été décidé par les citoyens en assemblée. Eux, ils avaient un mandat impératif, ça veut dire. Impératif. Et du coup, ça me fait penser que ça serait quand même intéressant que vous retourniez voir aujourd'hui, là dans vos flashbacks, ce qu'on nous dit sur le mandat politique. Dans les flashbacks, laquelle? Oh ben, je crois que c'est la numéro 4. J'articule? C'est mieux. Les représentants élus ont un mandat qualifié de représentatif. Ils ne reçoivent aucune instruction de la part de leurs électeurs. Aucune instruction?
Et dès lors, ils agissent en fonction de leurs convictions personnelles. Vous saisissez la différence, elle est abyssale. C'est l'article 27 de notre Constitution. L'article 27, ah ben moi je connais le 49.3. C'est déjà ça. En tout cas, on a bien compris que dans nos règles aujourd'hui, le mandat, il est représentatif. Mais en fait, le vote des élus, lui, il est... Le vote des élus, il est personnel. Alors on passe de représentatif à personnel. C'est magique. Encore un oxymore? Non, en fait, ça s'appelle une fiction juridique. En tout cas, les Athéniens, ils avaient tout simplement un mandat impératif. Impératif peut-être, mais n'empêche, il pouvait être quand même très corruptible. Eh oui, nous sommes tous corruptibles. C'est pour ça que les Athéniens avaient mis des contrôles très sévères. Des contrôles continus? Bah oui, parce que le pouvoir peut toujours corrompre. Ah ben ça c'est bien vrai, le pouvoir corrompt toujours. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ah bah on peut refaire toutes nos expériences à nos dépens. Enfin, on pourrait de temps en temps se servir du travail, de l'expérience des autres. Hein. Parce que bon, on ne va pas copier-coller depuis l'Antiquité, mais bon, il y a des choses assez intéressantes, comme les mandats courts et non renouvelables. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a affaire à de véritables professionnels de la politique, hein, qui cumulent les fonctions, les indemnités, les mandats. Vous vous rappelez comment ils avaient repoussé de 2012 à 2017 la loi sur le non-cumul des mandats? Ah, ils ne vont pas voter des lois qui suppriment leurs privilèges. Autant demander à une dinde d'avancer la date du repas de Noël. Eh bien oui, forcément. Et ils ont le pouvoir politique, l'argent, et ils connaissent les techniques pour le conserver. Non. Si on voulait tous ensemble aller vers une véritable démocratie, ben, il faudrait forcément des citoyens responsables, c'est-à-dire adultes, donc qui travaillent pour se former, au lieu de rester des enfants consommateurs, spectateurs et lecteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun cherche à tirer son aiguille de la botte de foin sans se soucier de comment ça, de... L'intérêt général peut-être. Ah, l'intérêt général, voilà, je le savais. Oui, le bien commun qui est la seule richesse des pauvres. Figurez-vous, monsieur Dubuffet, qu'à Athènes, la valeur essentielle, en fait, c'était l'exercice de la citoyenneté. Du coup, ils avaient un mot légèrement méprisant pour désigner ceux qui ne s'occupaient que de leurs affaires personnelles. Ils les appelaient les idiotailles. Les idiotailles? Selon certains, c'est celui qui aurait donné le mot d'idiot aujourd'hui. Alors vous m'expliquez qu'une grande majorité de la population aujourd'hui serait des idiotailles, des idiots. Ah, mais ça se soigne très bien. Ça se soigne. Mais alors, c'est le nom de votre pathologie. Eh oui. De ma patholo? Mais vous me traitez d'idiot? Mais non, c'est le système qui vous rend malade. Ah, le système. Oui, enfin, vous y mettez quand même pas mal du vôtre. Si, reconnaissez-le, c'est tout à fait nécessaire pour le capitalisme. Ah, le capitalisme! Ça me fait penser qu'une des vertus premières d'une véritable démocratie, ça devrait être la désynchronisation totale du pouvoir économique et du pouvoir politique. Séparer la sphère politique de la sphère économique, c'est possible? C'est complètement indispensable si on veut sortir de cette dictature financière au profit de quelques-uns. Oui, mais c'est un idéal, une utopie. Oui, puisqu'une utopie, c'est un rêve non encore réalisé. Mais enfin, ça peut aussi devenir un projet de transformation sociale et politique. Ça dépend des citoyens qui travaillent et qui s'émancipent. Oh, docteur, j'aimerais en savoir encore plus sur la vraie démocratie. Hein. Ah, vous avez réveillé quelque chose. Hein. Ah, j'aime autant vous le dire tout de suite. Hein. Avant de venir ici, j'étais déprimé. Je me sentais comme un moujon. Un moujon? C'est quoi? Un moujon, c'est un animal hybride, 50% mouton,
50% pigeon. Plumet tendu. 100% français. Eh bien, je vois que c'est bien le moment de mesurer le grossissement de votre glande démocratique. Oh bah, docteur, elle a grossi, là, je le sens, elle a grossi. Formidable. Oui. Docteur, je suis contrarié, là, je suis embêté. Il y a quand même la question de la compétence. Ah, la compétence. Eh oui. Là, c'est très important et il y a une mauvaise nouvelle. Ah bon? Et oui, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Eh oui, Périclès disait, il faut choisir, se reposer ou être libre. Facile. Se reposer. Se reposer ou être libre politiquement, c'est-à-dire s'occuper des affaires communes. Les affaires communes? Ben oui, parce que la liberté est un travail et ce travail est un combat. Et il n'y a pas une bonne nouvelle? Ah mais si, la compétence, ça s'acquiert. Tout le monde peut devenir compétent, même vous. Même moi, je peux monter en compétence? Ben, du coup, ça ouvre des perspectives. Ça permet d'aller à la fin de notre première séance. Parce que, Monsieur Dubuffet, posons la question, si on voulait aller vers une véritable démocratie, que devrions-nous faire? Bah, je sais pas, une insurrection, la révolution. Ah bah oui, renverser la table, ça se décrète pas. Mais après, il faut construire. Et c'est ça qui nous intéresse. Or, tout à l'heure, vous avez vu que votre impuissance politique, en fait, elle est écrite dans les textes. Dans quel texte? Non. Dans les fiches-bac? Mais laquelle? La 4? Dans la Constitution, on y revient. Ah, la Constitution. Monsieur les mauvaises, il n'y a qu'à la changer, la Constitution. Oh bon, bah alors là, formidable, hein, on arrive à la question finale. Qui peut et qui doit écrire la Constitution? Parce qu'actuellement, là, qui est-ce qui écrit la Constitution? Bah, ce sont des élus, des experts qui écrivent la Constitution. Plus précisément, là, notre Constitution, celle de 1958, qui est-ce qui l'a écrite? Ah, bien sûr, c'est le général de Gaulle avec Michel Debré et puis des techniciens pour les aider. Donc, on est bien dans la situation où les personnes au pouvoir écrivent les règles du pouvoir. Et il y a conflit d'intérêts. Ah, ils sont jugés partis. Le pouvoir est confisqué par une minorité. Une minorité. Et ils ont forcément un intérêt dans les règles, un intérêt personnel dans les règles qu'ils instituent. Eh bien oui, il faut reprendre l'initiative et le contrôle. Et instaurer notre puissance à nous, le peuple. Ce ne sont pas les élus qui vont le faire à notre place. Et il n'y a pas de messie ou de chef providentiel. Docteur, j'ai une idée. Au lieu d'être concentré uniquement sur les élections et de déléguer sans contrôle, sans aucun contrôle, conquérons le droit d'écrire et de voter nous-mêmes les lois sans intermédiaire. Conquérons le droit de décider. Alors là, monsieur Dubuffet, je vous confirme que vous êtes en voie de guérison. Ah, docteur, elle a grossi, là, je le sens, elle a grossi. Là. Faites voir. Ça brûle. Ah, ça bouillonne, ça bouillonne. C'est un cas typique de reconnexion neuronale. Ça émulsionne. Oui, vos représentations mentales se mettent en mouvement. Votre imaginaire se débloque. Ah, tant mieux. Docteur, j'ai réussi à dénouer mes neurones. Et oui, vous ne pouviez pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Quand je suis devenu grand, je croyais qu'on était en démocratie. Bon, ben, je vois que ce serait très très bien qu'on se revoie la semaine prochaine pour poursuivre et approfondir la cure. Ah ben d'ici là, tiens, je vais vous prêter 2 ouvrages. L'un de Clara Egger. Pour que voter servant fin manifeste pour une transition démocratique. Et l'autre de Jean-Michel Toulouse. Jean-Michel Toulouse, la démocratie ne peut pas être représentative. Merci, docteur. Au revoir.
Alors, Docteur, docteur, la salle d'attente est pleine d'électeurs. de citoyens. Ah, des citoyens. Alors, patient suivant, Monsieur Bruno Rotaillot. Merci. 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 Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Voilà.